Hello à la communauté du grand changement. Ce soir, je suis super contente parce qu'on accueille Sylvie de Thiolaz et Claude Charles Fourier. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Bonsoir. Annelise. Bonsoir à tout le monde. Vous Bonsoir. allez bien? Bien. Très bien. Ouais, c'est Pour super. l'instant, très bien. À Oui. quelle sauce allons-nous être mangés ce soir? Ouais. Il va se passer des choses. Déjà, on n'est pas seul. C'est Non. ça? Probablement pas. Ok, ce soir, c'est grand, c'est important. On va vivre des connexions et étudier les contacts avec l'invisible. Alors, vous avez écrit un immense livre que j'ai eu la joie de lire, qui est intense. Et on va parler de ce livre et de plein de choses. Et tout d'abord, j'ai eu une idée qui m'a fait sourire. Je me suis dit, est-ce que Claude Charles, tu veux bien présenter Sylvie? Et ensuite, on inversera. Oui, avec plaisir. Merci. Voilà, Sylvie a a des grandes capacités pour pouvoir mettre les choses, écrire les choses d'une façon claire, déjà, si on reste purement à l'écriture du livre. Ouais. Elle a une capacité de savoir synthétiser les choses justement pour les rendre facilement accessibles aux personnes. Elle est ultra sensible aussi, donc elle ressent beaucoup toutes les choses qui tournent autour de la connexion, par exemple. Mhm. Et quelqu'un qui va au bout des choses, qui va vraiment au bout des choses, qui ne s'arrête pas, qui est très consciencieuse, on va dire. Là, je parle sur le plan je pense qui nous intéresse par rapport au livre, Oui. et qui a une carrière, une approche scientifique très, très pointue, hein, mais bon, l'écriture de ce livre lui apporte quelque chose de supplémentaire, je pense, c'est-à-dire que d'une approche purement intellectuelle, elle est passée dans un vécu par rapport à toutes les manifestations qu'on peut rencontrer. Ok. Et donc, elle a écrit ce livre avec toi. Alors nous avons coécrit ce qui tourne autour du livre et le livre lui-même. Bon, on se connaît depuis très longtemps, hein, on se connaît depuis 20 ans. Donc on a beaucoup partagé de choses. On est un peu l'un pour l'autre des alter-ego. Dès qu'on aborde tous ces domaines, on parle à deux voix, mais on pourrait parler d'une seule voix. Mhm. Voilà, donc depuis 20 ans, on a le nez dans les états modifiés. À l'Institut, on reçoit beaucoup de personnes, donc on est très, on va dire, très en phase avec tout ça. D'accord. Alors, bon, je ne m'attendais pas à devoir faire un portrait plus pointu, mais bon, voilà, pour l'instant, pour moi, l'essentiel serait là par rapport à la période actuelle. Super, merci. Génial. Alors, Sylvie, Non, qui est pas à Claude moi. Charles? Ouais. Alors, Claude Charles, comme il l'a dit, on est très complémentaires, mais Claude Charles avait probablement une grande longueur d'avance sur moi, pas mal d'années d'avance sur moi. Donc, c'est quelqu'un de très, très intuitif, très dans ses ressentis. Je suis plus âgé. Voilà, il est plus âgé, donc voilà. Mais même, je pense que dans ta vie, tu le raconteras peut-être plus tard, mais tu as vécu une expérience très forte quand tu avais 25 ans et qui a été le début de tout ce cheminement, mais qui a ouvert aussi, je pense, des ressentis assez forts en lui. Et il a fait tout un travail par rapport à ça, donc il avait toute une compréhension par rapport à la conscience, au mental, qu'il avait déjà quand on s'est rencontrés il y a 20 ans. Et moi, je venais plutôt du domaine très scientifique, donc j'étais plutôt dans l'analyse de l'intellect. Et voilà, il y a eu un petit décalage pendant pas mal d'années, donc il m'a accompagnée, on va dire, il m'a accompagnée dans ce cheminement. Et voilà, je l'ai rejoint petit à petit, voilà, en m'ouvrant justement à d'autres façons de percevoir, qui ne soient pas justement intellectuelles ou par des raisonnements ou de l'observation. Mais je suis petit à petit entrée dans
dans une appréhension plus subjective. Voilà. Mais donc c'est lui quand même qui m'a amené à ça. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Claude Charles? Bah, c'est quelqu'un qui a un énorme ressenti par rapport aux gens. Voilà. OK. Il ressent très bien les gens. Ça m'étonne toujours. Enfin, ça m'interpelle toujours parce qu'il a, voilà, il reçoit les gens en thérapie, il les cerne et il a des ressentis, des intuitions sur leur vie. Voilà. Donc, il est très dans l'empathie dans ces moments-là. Voilà, c'est quelqu'un de très, très empathique et qui est vraiment très doué pour la relation d'aide. Voilà. Mmh. Il sait comment parler aux gens pour les amener à autre chose. Waouh. Heureusement que j'ai un peu d'obscurité parce que là, je crois que je suis en train de rougir. T'es tout rouge. De toute façon, t'es tout rouge. Ah bon? Magnifique. Merci. Merci, Oui, merci. Eh ben génial. Je oui, suis super contente de vous accueillir tous les 2 sur le grand changement. Moi, j'accompagne les personnes hypersensibles et j'imagine que les gens que vous avez rencontrés dans ce livre Connexion, est-ce que c'était des hypersensibles? Alors, des grands sensibles, c'est des gens très sensibles. Je ne Mmh. pense pas que ça correspond à la définition de l'hypersensibilité. Peut-être qu'il faudrait que tu la redonnes. Ouais, Mais moi, ce que j'ai entendu sur l'hypersensibilité, j'ai pas l'impression que particulièrement que ça correspond, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Claude Charles, mais c'est quand même un terme qui correspond à quelque chose de précis dans le type de perception. oui. Et c'est pas toujours, il y en a certainement, mais c'est pas ouais. forcément quelque chose qui est typiquement associé aux gens qu'on rencontre. On- les personnes qu'on a rencontrées et qui sont dans le livre, c'est sûr que c'est des personnes qui ont une grande sensibilité, mais je sais pas, ouais, si on pourrait mettre, en tout cas pas pour tous, l'étiquette d'hypersensible, de super. D'accord. OK, OK. C'était juste pour savoir. Mmh. Alors, pour qu'on puisse vraiment bien rentrer dans le sujet, donc là, on parle de Connexion, le livre que vous avez écrit et que j'ai lu. Et puis, j'aimerais bien, Claude Charles, si tu peux nous résumer un petit peu de quoi on parle. Donc, ça parle de quoi? Oui, alors, nous, par rapport à... L'idée est partie du livre précédent, où avec Nicolas, on avait eu euh, des choses étonnantes, c'est-à-dire que euh, on- suite à des questions qui étaient posées dans des enveloppes, enfin, c'est toute une histoire, peut-être Sylvie le racontera après, on a eu l'idée de faire, on a vu à ce moment-là que suite à des questions, c'était le cas de Nicolas, il pouvait recevoir des réponses. Et on a été pris un peu par cette idée, on a dit, mais est-ce que c'est toujours la même chose suivant les personnes? Et Mmh. donc l'idée qui est venue, c'était de réunir quelques personnes qui avaient cette capacité de connexion et de voir si à une même question, ils pouvaient avoir des réponses qui étaient cohérentes. Mmh. Et c'est l'idée de base. C'est l'idée, on va dire, qui a un aspect un peu scientifique. Après, évidemment, les choses se sont ouvertes et on a un peu été beaucoup plus loin par rapport à l'aspect purement scientifique qui était l'idée de départ. Et Sylvie, tu sauras peut-être mieux expliquer que moi tout ça. Ouais, moi, non, je pense que c'était assez clair, mais Oui, effectivement, on s'est dit que si ces gens connectent vraiment quelque chose qui est d'un autre ordre, qui appartient à une réalité qui est au-delà de notre dimension, mais qui est capable de voir des choses que nous, on ne voit pas ou qu'on ne sait pas, logiquement, ils devraient tous à peu près nous donner les mêmes réponses aux mêmes questions. Mmh. Et voilà, c'était ça le point de départ. Donc on est parti quand même d'une hypothèse, en science, on pose des hypothèses, puis on essaie de les vérifier. Donc c'était un petit OK. peu l'idée de mettre quand même un cadre, parce que c'est vraiment un sujet qui est très, très difficile à étudier justement scientifiquement. Et il y a quelques années, effectivement, moi, on m'aurait dit que je m'intéresserais à ce sujet, j'aurais rigolé parce que c'est un petit peu quand même, c'était un peu casse-gueule pour employer D'accord. un mot pas très joli.
Mais comme l'a dit Claude Charles, voilà, c'était partie de cette expérience avec Nicolas, où on a été vraiment ébahis par les textes qu'on a reçus, qui étaient d'une très grande beauté, une grande spiritualité. Et on s'est dit, on ne peut pas en rester là. Il faut faire quelque chose, en fait. Il faut aller y voir de plus près, quoi. Et donc, Nicolas, il travaille avec des personnes. Il arrive à voir quand les gens vont mourir, c'est ça? Alors, Nicolas, il a plein de capacités différentes, mais non, il n'a pas celle-là, en fait. Il ne voit pas quand les gens vont mourir, mais quand les gens sont en train de mourir, il voit des silhouettes qui Voilà, c'est ça. viennent. Alors lui, en fait, c'est une capacité qu'il n'aime pas du tout, donc il ne cherche pas à voir précisément. Donc il voit des formes verdâtres, un peu avec une forme humanoïde, en général qui remplissent la chambre ou qui font même la queue devant la chambre de la personne qui est en train de partir. Mais il n'essaye pas d'aller voir ce que c'est. Donc ça ressemble à des formes, des personnes décédées. Tout de suite, on pense à ça, mais lui ne sait pas, il ne veut pas savoir, en fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, ouais. Notre local, on a la vue sur une église. Il y a une place et l'église. Et quand il y a des enterrements à l'église et que Nicolas est là, il voit, même avant que le corbillard n'arrive, ça y est, il voit toutes ces formes humanoïdes vertes qui commencent à venir, qui se regroupent là sur la place devant l'église, et puis qui attendent que l'office se fasse. Et petit à petit, une fois que tout est terminé, ces formes s'en vont. Donc, il peut savoir à l'avance, il dit, tiens, il va y avoir un enterrement, parce qu'il voit ce regroupement qui se fait sur la place. Sinon, Nicolas, il a plein de capacités. Il vit des sorties hors du corps depuis qu'il est enfant. Il a une capacité de vision à distance, de télépathie, il a un rapport à l'énergie aussi qui est très, très fort. Il peut soigner. Il a beaucoup de capacités. Et notamment cette capacité de clairaudience qui s'est déclarée alors qu'on était en train de faire des tests avec lui pour tester la clairvoyance. Et tout d'un coup, il s'est mis à entendre. Parce qu'il avait très peur à l'époque. Il n'avait jamais eu cette capacité. Hein. Elle est arrivée pendant les tests. Il a été le premier surpris d'ailleurs. Ça lui a fait beaucoup peur parce que toutes les autres capacités, quelque part, il les maîtrise. Et là, tout d'un coup, il les mettra à bord. Et là, tout d'un coup, malgré lui, il y avait une interférence avec quelque chose d'extérieur. Ok. Waouh. Alors, tout serait onde et tout serait vibration. Est-ce que Claude Charles, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire, alors là, on peut revenir vraiment à la base de toute chose. Hein. C'est déjà dit c'est même les premières choses qui sont dites dans la Bible. Au départ, le verbe, vibration. Hein. Donc, si on part à ce moment-là, comment les choses vont pouvoir se manifester à partir du non manifesté. À un moment donné, justement, peut-être parce que le verbe, la vibration, va se mettre à exister, petit à petit, la matière va se créer, mais c'est-à-dire au départ, là, on part vraiment à l'essence de toute chose avec cette question-là, directe. Hein. C'est-à-dire qu'on est entre le manifesté et le non manifesté. On pourrait dire comment le non manifesté, alors on va dire la conscience, comment elle peut savoir qu'elle existe. Donc à un moment donné, il faut qu'elle se manifeste. Elle sort du manifesté, du non manifesté pour se manifester. Et comment elle se manifeste, comment ça va commencer? Par des vibrations. Et ces fréquences vibratoires, après, vont entraîner des ondes, des créations de corpuscules, etc. C'est l'essence de la création de la matière à ce moment-là. Mais les vibrations sont toujours présentes, après, tout le temps présentes, et suivant les gammes et les fréquences de vibration, il va se passer telle ou telle chose.
et se créer telle ou telle chose. Ok. Sylvie, tu veux compléter? Ouais, c'est une question, enfin, ouais, c'est compliqué parce que là, c'est une. Peut-être juste resituer, c'est que cet axiome, enfin, tout est onde, tout est vibration. En fait, on l'a mis un peu en exergue dans la troisième partie du livre parce que dans les entretiens qu'on a menés, c'est une des choses qui a été unanimement rapportée par justement ces personnes réceptrices, c'est que à la base, tout est onde et tout est vibration. Mhm. Et en fait, on s'est amusé à répertorier comme ça les phrases importantes qui étaient rapportées par ces personnes dans ces communications, hein, avec l'invisible. Et puis, on s'est rendu compte que, enfin, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'en dit la science actuellement? Est-ce que c'est très éloigné de ce qu'on sait scientifiquement ou pas? Et par exemple, celle-ci, ben, c'est typiquement une des choses à laquelle la physique actuelle est arrivée, enfin, depuis pas mal d'années déjà. Mais c'est que quand on va au cœur de la matière, finalement, alors déjà, on s'aperçoit que la matière, c'est essentiellement du vide, hein. C'est Mm. 99,99, je ne sais pas combien de 9 pourcents de vide. Et le peu de matière, qui sont les particules élémentaires, en fait, ben, on se rend compte qu'elles sont continuellement, en fait, à la base, ce sont des vibrations. Ce sont des vibrations dans un vide qui n'est pas vide et qui, par moments, vont se matérialiser. Voilà. Donc, à l'origine, effectivement, on a l'impression que on n'a pas l'impression, la réalité est un champ, est un vide rempli de vibrations, d'énergie et donc d'informations qui peuvent, par moments, l'effondrement de la fonction d'onde vont se matérialiser. Bon, je schématise parce que là, si on entre dans des Oui, concepts trop, j'essaye de faire vraiment le plus simple, ce qui n'est pas oui, toujours Ouais, un exercice facile bien quand on sûr. veut simplifier comme ça à brûle pour point. oui. Mais voilà, donc l'idée, c'est qu'actuellement, effectivement, on sait que la nature ultime de la réalité, c'est des vibrations. Ce qui Et là, correspond à ce qui nous a été dit. voilà. Et là, on reste dans le domaine qui est conceptualisable par un cerveau humain. Mhm. Parce Tout à fait. que après, si on rentre dans des notions plus pointues, mais on ne peut pas le conceptualiser présentement, sauf dans certains états transcendants. C'est-à-dire qu'en même temps, tout est coexistant. On va dire, on sort du manifesté pour rentrer dans le manifesté, mais en même temps, le non manifesté et le manifesté sont coexistants et simultanés. Et c'est Mm. constamment un processus de création. Ok. Quand j'ai lu le livre, plusieurs fois, mon mental, il s'est perdu. Parce que tu vois, Oui. j'étais là, ouh là là, mais on est où, etc. Donc, Oui. est-ce que, par exemple, Claude Charles, tu peux nous raconter une des personnes émettrices, ce qu'elle a vécu? Tu nous donnes un exemple un peu d'une réception, de quelque chose qu'elle capte. Comme ça, on va déjà comprendre vraiment de quoi ça parle, ça. Oui. Ces Alors, voix. ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les personnes fonctionnent un peu différemment. Dans les personnes qui sont dans le livre, bon, on en a rencontré d'autres qui n'ont pas été choisis comme témoins, mais le processus de connexion est un peu différent chez chacun. Et des fois, ça peut être extrêmement étonnant, hein. Alors, la plus étonnant, mais c'est une des personnes, mais il ne vient pas dans les 5 qui sont répertoriés, il est cité par ailleurs. Et alors lui, par exemple, il était fonctionnaire, Mhm. il n'était pas forcément ouvert à toutes ces choses. Pas du tout. Oui, pas du tout. Pour être précis, il était même garde frontière. D'accord. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, il a été, on pourrait dire, une entité a essayé de prendre possession de lui, on pourrait appeler ça comme ça. Mhm. Et là, ça a été. Il a vécu lui-même une période très complexe, hein, parce que c'était malgré lui que la chose se passait. Bon, nous, on l'a un peu suivi à l'Institut. Alors, des fois, on était carrément. C'était le film L'Exorciste, presque. Oh là Et là. puis, et puis le temps a passé. Petit à petit,
la chose s'est apaisée, adoucie. Hein. Il y a eu des périodes complexes, mais là, j'ai raccourci. Et puis, petit à petit, il est rentré en phase avec cette entité, je ne sais pas comment on va l'appeler, et il a commencé justement à être connecté, vraiment accepter la connexion, et à travers ce fait d'être connecté, pouvoir justement avoir des échanges, poser des questions, recevoir des réponses, et entre autres, pour lui, plus précisément, pouvoir soigner, apporter du soin, soigner des gens d'une façon. C'est l'entité qui soigne à travers lui. Wow. Voilà, ça c'est un cas assez étonnant qu'on a pu suivre. Il y a eu d'autres façons, parce que si on va parler à chacun on pourrait dire la chose, c'est toujours pas. Il y en a qui manifestaient peut-être cette capacité depuis très jeune, mais il y en a d'autres, comme lui par exemple, pas du tout. Et puis tout d'un coup, paf, ça part. Pourquoi ils sont choisis pour faire ça? Là, on rentre à nouveau dans des questions. Bon, on pourrait trouver des réponses, mais ça va être trop long. Ouais, dans le livre, on essaie justement de répertorier toutes les façons d'entrer en connexion qui sont vraiment multiples. Il y a vraiment beaucoup de façons. Et après, on s'est concentré plutôt sur les gens qui avaient ces phénomènes de clairaudience. Mais il y a certaines personnes qui vont entendre. Alors, elles peuvent entendre vraiment une voix à l'extérieur d'elles qui leur parle vraiment à l'oreille, hein, comme par exemple Nicolas. Ou alors, elles vont l'entendre dans la tête, un peu comme une voix intérieure. Ou alors, ça peut être une autre voix, mais à l'intérieur d'elles. Ou alors leur propre voix. Et puis après, il y a des cas comme Claude Charles le décrit, qui sont plus ce qu'on appelle du channeling, où là, les gens sont vraiment incorporés. C'est-à-dire quelque chose parle à travers eux, ce qui est des cas assez impressionnants. Tout à fait. Et je fais la différence, par exemple, entre quelqu'un qui sent qu'il est incorporé par une entité, comme vous avez pu rencontrer, et par exemple, moi, je sais que je peux mettre les mains sur quelqu'un qui a mal, et je sens que à travers moi, ça passe, mais je ne sais pas ce qui passe, et la personne, après, a plus mal à la tête. Mais je ne me sens pas du tout incorporée par une entité. Donc, ça serait quoi la différence? C'est l'énergie universelle là, qui te traverse. Oui, on pourrait, je dirais même c'est l'intelligence avec un grand I, l'intelligence cosmique. C'est une façon de, oui, de remettre de l'harmonie dans les vibrations. Ok. Alors qu'une personne qui est incorporée, elle, c'est vraiment c'est comme une entité de conscience plus ou moins définie qui va soit s'approcher d'elle très très près. Hein. Après, il y en a qui disent justement, ils peuvent sentir que simplement ils s'approchent d'eux. Donc là, ils peuvent les entendre. Et par moments, ils peuvent vraiment comme se superposer. Enfin, alors il y en a qui sentent vraiment que quelque chose rentre. Après, c'est pareil, il y a différentes façons de ressentir. Hein. C'est comme pour les sortir du corps. Il y a 1000 façons de le ressentir, mais certains, on dirait un peu ça. C'est comme si quelque chose fusionne un peu avec eux, et leur conscience vont fusionner. Ce qu'on pourrait penser pour toi, c'est-à-dire que tu serais comme un musicien qui voit que le violon est mal réglé et tu peux tourner pour avoir le son juste. Hein. C'est ça, on pourrait dire que c'est toi là qui agis. Tu as cette capacité de remettre l'harmonie, de remettre la note juste à un endroit. D'accord. Ça, c'est ton feeling, c'est ta sensibilité là, dans ce cas-là, justement. Ok. Donc, parce que tu sais capter le faux pour le remettre dans l'harmonie. Mais il y a quand même ce flux qui te traverse. Ouais. Donc toi, tu sais où le mettre. Ouais, et quand je sens des charges chez l'autre, tu vois, je les renvoie à travers son corps et à la terre. Parce que des fois, je sens qu'elles viennent sur moi et je fais vraiment ce geste. Et donc, ça part selon moi, ça part au bon endroit. Ni chez lui, ni chez moi. Oui, ben là aussi, ça c'est tes propres ressentis. Hein. C'est tes capacités. Comme, je sais pas,
quelqu'un qui va voir, qui a une vision très, très, très aiguë et qui va voir très loin, l'oreille musicale, l'oreille absolue, tu vois, c'est une capacité de ressentir, tu as cette capacité de ressentir les vibrations, quelque part c'est les vibrations qui vont t'avertir si elles sont disharmoniques ou pas. Tout à fait. Et alors évidemment, tu peux dire à un moment donné, je retire ça de la personne. Bon, à ce moment-là, c'est peut-être une interprétation. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le résultat est là, c'est-à-dire que c'est que tu as remis l'harmonie chez la personne. Sans te laisser imprégner toi-même. Tout à fait. C'est ça, tu n'as pas été en résonance par rapport à la discordance, tu vois. Tu as fait quelque part un mur harmonique, tu vois. Et donc, ça renvoie à une résonance positive. Ok. Et toi, Sylvie, est-ce que tu as déjà été incorporée par une entité? Non, 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 je pense que je ne serais pas prête à ça. Ok. Par contre, depuis quelques temps, quelques mois, 1 an, 2 ans, je ressens parfois des présences. Je peux ressentir s'il y a quelque chose dans une pièce, voilà, des présences ou dans un lieu. Ça m'amène depuis assez longtemps, les présences dans des lieux. Et ça m'est arrivé quelquefois d'entendre des informations, mais ce n'était pas une voix extérieure. C'était voilà, j'étais en questionnement sur quelque chose, puis à un moment, je fais complètement autre chose, puis tout d'un coup, il y a comme, c'est comme une pensée, mais qui ne m'appartient pas. Je ne peux pas dire autrement, c'est que souvent, les pensées, il y a un fil conducteur, puis on passe d'une pensée à l'autre, mais il y a toujours une petite logique. Et là, c'est quelque chose qui intercepte en fait le fil des pensées. Donc c'est ma voix, c'est ma voix intérieure, mais c'est pas moi. Je ne peux pas le dire comme ça. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont arrivées et que j'attribue à quelque chose d'extérieur, qui n'était pas à moi, mais incorporé, non. Ok. Ok. Et toi, Claude Charles, ça t'est déjà arrivé? Non. Non plus? Non. Ok. Non, c'est pas ma façon de fonctionner. D'accord. On peut le décider? Est-ce qu'on peut le décider ou est-ce que ça tombe, les gens que vous avez interviewés, ça leur tombe dessus, ils ne sont pas trop d'accord ou bien on le décide? Ça leur tombe dessus, oui. Il y en a qui étaient d'accord ou qui ont su accepter ça, puis il y en a d'autres qui ont résisté. Ouais. Il y en a même qui ont résisté très longtemps. Hein. Oui, et puis c'est pas toujours très positif. Des fois, il peut y avoir des moments suivant l'état psychologique du récepteur. Il y a des moments, ça ne va pas faire. C'est pas tout le temps un truc idéal. Ouais. Et puis les gens, il faut quand même le dire, hein, je veux dire, quand on commence à entendre une voix d'un moment à l'autre, dans notre société, la première chose qu'on pense, c'est je suis en train de devenir fou. Je veux dire, je suis schizophrène. La preuve, Nicolas, quand c'est arrivé pendant ses tests, mais il était mort de trouille. Il s'est dit, je suis en train de devenir schizo. Ouais. Et c'est ça, la première chose, c'est les gens pensent qu'ils sont en train de... Il faut quand même imaginer d'entendre tout d'un coup des voix, soit même à l'extérieur, mais qui viennent de l'invisible, soit dans sa tête. Il y a quand même... Il y a un moment un peu de sidération, puis il faut apprivoiser ce phénomène. Donc ça, selon les personnes, alors si elles sont déjà dans un chemin, puis qu'elles ont déjà vécu d'autres choses, ça va se faire plus ou moins bien. Mais il y a des gens qui n'avaient rien vécu de particulier avant, et quasiment d'un jour à l'autre, ça se manifeste. Hein. Je pense par exemple à Michel, dont on parle dans le livre. Voilà, un jour, elle est fatiguée, elle est dans son bureau, et puis elle entend une voix qui lui dit « Bon, maintenant, tu rentres chez toi, va te reposer. » Et ça a commencé comme ça. À ce moment, elle s'est dit « Ah oui, je suis vraiment très fatiguée pour commencer à entendre des voix. » Et voilà, et c'était une voix qui était assez autoritaire au début. Donc là, il y a différents types de voix. Il ne faut pas non plus voir ce phénomène comme quelque chose de tout rose, magnifique. On communique avec des entités très élevées. Voilà, des fois, c'est particulier quand même. Hein. Ok. Et justement, alors, qu'est-ce que tu en penses, Sylvie, toi, de comment vivre dans tous ces mondes? Comment la personne reste sur Terre, parce qu'elle est incarnée,
en même temps, les défunts de sa famille, ils sont pas vrais, enfin, ils sont morts, mais leur conscience est toujours là, donc quelque part, tu vois, la frontière n'est pas si claire. En même temps, il y a les entités. Enfin, comment la personne, elle fait, enfin, de ce que tu as pu rencontrer, les gens, ils font comment pour pas se dire, mais en fait, pourquoi je vis ici, ça sert à rien, de toute façon, pourquoi je ferais des expériences, puisque le but, c'est l'amour inconditionnel. Enfin, tu vois, qu'elle se dit, j'ai qu'à remonter, mais non, je reste. Enfin, c'est... Ah ouais, le fait d'avoir envie de partir là-bas, par exemple. Par exemple, ou de se dire, mais mince, je suis dans plusieurs réalités. Donc là, j'ai plein de questions qui se mélangent, mais genre, tu vois, comme la personne là qui était dans une réalité, et à un moment, il se retrouve dans une réalité, il reconnaît plus ses enfants, il reconnaît plus Ouais, son chez lui. Ça, c'est ouais, énorme ouais. dans le livre. C'est comme une réalité parallèle où c'est la même vie, mais avec des éléments différents. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah là, il a bloqué, hein. Il a, il a eu tellement peur que le phénomène s'est arrêté. Et puis, je pense qu'après, il a. Bon, bah, c'était survenu. Moi, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de méditation, donc c'était survenu par hasard. Je pense qu'après, à mon avis, il a arrêté un peu de faire de la méditation pendant quelques temps. Et puis ça se reproduira ou ça se reproduira pas, mais chacun va réagir un peu différemment, de nouveau selon son état, comme l'a dit Claude Charles, psychologique. Il y a des gens Mhm. qui sont assez stables et qui vont trouver des manières de gérer ça, qui vont arriver à rester bien ancrés, qui vont arriver à se mettre en disponibilité pour que ça se passe à certains moments. Il y a d'autres dire non, mais là je suis pas disponible. Par exemple, il y a des médiums qui apprennent ça, qui disent on connaît c'est une des familles qui est décrite dans le livre aussi. Ils étaient toute la famille est médium, donc chez eux il y avait du monde tout le temps, quoi. C'était un peu un hall de gare, comme elle dit. Et ils ont dû apprendre à dire maintenant, on a des heures d'ouverture, quoi. C'est Mm. entre telle heure et telle heure. Voilà, là vous pouvez venir, mais le reste du temps, vous nous laissez tranquille. Donc il y a des gens qui vont, eux, ils sont très, par exemple, c'est des gens très bien ancrés, très terre à terre, très pragmatiques, voilà. Et puis il y en a qui se perdent aussi, hein. Je veux dire, Claude Charles, il est là aussi pour aider des gens qui vont avoir de la peine justement à trouver ces ressources en eux et qui ont besoin d'être accompagnés pour pas perdre pied, parce que c'est quand même compliqué. D'ailleurs, les personnes qu'on a choisies, on les a choisies aussi parce qu'elles maîtrisent. Ouais, Ouais. Elles maîtrisent ce qui se passe. voilà. Elles ne sont pas tout le temps ouvertes à la connexion. Elles choisissent. Tout à fait. Et elles se sont pas perdues Et alors, là-dedans. voilà. Et pour revenir par rapport aux défunts, Oui. c'est un peu différent parce que ce n'est pas les mêmes plans de réalité. Les défunts, ils sont très proches du plan de réalité de ceux qui sont encore vivants. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que les médiums, ceux qui sont médiums, qui travaillent par rapport aux défunts, ils n'ont pas forcément, s'ils se connectent, s'ils essayent de se connecter avec un décédé, ils n'ont pas forcément de contact tout de suite. Ou c'est pas forcément celui-là qui est là. Des fois, il n'y a rien qui se passe. Tandis que les personnes avec qui on a travaillé, ceux qui vivent les phénomènes qui ont cette capacité de connexion, ce qui est étonnant, c'est que dès qu'il y a la question, il y a la réponse. Ok. Ceux qui répondent, on va dire, est tout de suite présent. Il n'y a pas de décalage. On pourrait même penser des fois que c'est la réponse qui provoque qu'il y a une question. C'est immédiat. Et quel que soit, entre guillemets, le genre de source qui va répondre. Ça, c'est une chose qui est importante à spécifier parce que ça permet de différencier ce qui est de l'ordre des défunts, de ce plan de ce qu'on appellerait l'au-delà, avec les autres plans plus subtils, je dirais, voilà, qui sont carrément, qui sont d'une source beaucoup plus spirituelle. C'est beaucoup plus spirituel. Dans les échanges avec les défunts, on nage pas dans la spiritualité. À la limite, on est encore très dans l'émotionnel et dans des trucs encore un peu très humains. Mm-hmm. Alors que dans les autres cas, c'est pas du tout ça. C'est une instantanéité. Et bon, nous, on a posé les questions en français, alors on a eu les réponses en français. Mais
on n'a pas poussé l'expérience plus loin, mais on aurait posé les questions en anglais, on aurait peut-être eu les réponses en anglais. Tout à On aurait fait. posé des questions en chinois, on aurait eu des réponses en chinois. C'est immédiat. La réponse, elle est tout de suite adaptée, ce qui n'est pas le cas avec les défunts. Ok, donc ce que j'ai compris, c'est que la source, on va l'appeler comme ça, Voilà, elle répond en fonction de ce que nous, on a comme croyance. Par exemple, vous disiez que si par exemple on croit en Dieu, Jésus, Marie, ça va être des personnes comme ça qui vont apparaître, enfin des entités comme ça, alors que si on n'y croit pas du tout, ça va être une autre entité qui va apparaître. Est-ce que oui, Sylvie alors, ou Claude, tu peux nous parler de ça? oui, c'est un peu différent là. Ok. Il y a une notion de visuel. Ouais. Donc là, c'est plus des trucs qui sont plus anecdotiques. Quand on est dans des questions, là, on est dans une ambiance globale. Mais quand il y a du visuel, ça devient plus anecdotique. Et c'est là que la chose se présente pour être comprise par celui qui la voit. Donc, c'est pour ça qu'on a employé cette image, mais un petit berger dans la montagne française, s'il voit un peu une lumière, il va tout de suite voir la Vierge parce qu'il a été conditionné à ça, même s'il ne connaît pas grand-chose. Le petit berger chinois dans la montagne, s'il voit une lumière, il ne va pas voir la Vierge, il verra peut-être, je ne sais pas qui, Confucius, je ne sais qui. C'est ça, il y a quand même toute une notion de conditionnement pour que la personne qui voit puisse comprendre ce qu'elle voit. Alors, à savoir si c'est le conditionnement, il intervient des deux côtés. Si ce qui va se faire voir prend une forme que l'autre peut comprendre, et vice-versa. Et l'autre Et la personne interprète en fonction de ses films. C'est ça. Okay. C'est différent, c'est des connexions différentes que les connexions qui donnent des réponses à des questions. Tout à fait. Est-ce que Sylvie, tu peux nous parler du fait que la mort n'existe pas? Parce qu'on le lit beaucoup, et puis tu vois, quand on vit des deuils, ben, c'est dur à comprendre, et en même temps, moi, j'ai envie de le croire. Tu veux nous en parler de ça? Ouais, mais c'est un sujet énorme, ça. Là, il nous faudrait 4 heures. Mais la différence, justement, à une de ces axiomes qui est revenue aussi, parce qu'on a posé beaucoup de questions par rapport donc à travers toujours ces 9 personnes, à ces entités, on va dire, subtiles, on a posé beaucoup de questions autour de la mort, oui, de réincarnation, tout ça. Et là aussi, les réponses ont été unanimes pour dire que la mort, c'est qu'un changement d'état de la conscience, en fait. Simplement, on se dépouille d'un habit, et puis notre conscience va continuer d'évoluer de l'autre côté. Mais ça en donne une vision qui est plus subtile que ce qu'on peut entendre. C'est-à-dire que après, il y a plein d'autres éléments qui vont dans ce sens. Nous, après, on a essayé de dire, bon, ben, on en est où par rapport à cette question de la mort? Alors, c'est vrai qu'actuellement, il y a tous les travaux autour des expériences de mort imminente, il y a tous les travaux autour de la réincarnation, il y a tous les travaux autour des médiums. Il y a plein de choses qui vont dans cette direction, on va dire. Là, ce qui était intéressant, c'est que les réponses montraient que finalement, après la mort, ben, la conscience va continuer d'évoluer, et qu'on ne va pas tous au même endroit, en fait. On ne va pas tous se retrouver dans le même paradis, que ça dépend beaucoup justement de notre état de conscience au moment où on meurt, qui fait qu'on sera à des endroits différents, et que là, on va continuer. Voilà, on va continuer dans différents plans de réalité, on va continuer à évoluer, et on va se dépouiller de cette identité. C'est-à-dire que petit à petit, on n'est plus qui on a été dans cette vie-là. On revient à quelque chose, à une forme de conscience, un peu comme une onde de conscience plus neutre, mais qui est enrichie de toutes les expériences qu'elle a faites dans cette incarnation, et peut-être dans les précédentes, jusqu'au moment où il y aura décision de se réincarner
ici, ailleurs. Enfin, visiblement, ce qui était assez intéressant, c'est que ça ouvrait sur plein de possibilités, en fait. Mmh. Tout est possible, en fait. Il y a, Mmh. voilà, la mort, c'est tous les possibles. Et ce livre, c'est ça, c'est tous les possibles, en fait. Il y a Oui. plein de dimensions, il y a plein de. C'est pour ça que tous ces témoignages qu'on peut lire, même les expériences de mort imminente, ils sont tous différents parce que finalement, au moment de la mort, on va vivre ce qui est juste qu'on vive pour soi, enfin ce qu'on est prêt à vivre ou ce qui nous correspond. Donc ça explique aussi pourquoi on a des témoignages qui sont quand même à la fois identiques, mais en même temps très personnels et très différents les uns des autres. OK, et par exemple, une personne qui souffrirait, physiquement, sur terre, est-ce qu'elle pourrait sortir de son corps pour ne plus sentir la douleur? Mais ça, Ah bah, ça ça c'est se fait ça certain. déjà. Oui, Ça, ça c'est on a plein de certain. cas Et comme ça. ouais, nous, on a été témoins d'ailleurs des rencontres comme ça de personnes handicapées, très handicapées, Ouais. et qui se. C'était une réunion de groupe, et ils se retrouvaient. Alors, il y avait là, on tombe dans une technique de communication qui est la communication facilitée. Mais donc, on pouvait, on pouvait témoigner du fait que ces personnes même se retrouvaient en sortie de Oui. corps pendant la réunion. Et ils étaient incapables d'avoir comme ça, même de parler. Puis, ils se retrouvaient, eux, hors de leur corps, dans un état tout à fait normal, on va dire, et ils communiquaient entre eux. Mmh. Et pour ça, il faudrait savoir le faire. Moi, j'ai travaillé avec des personnes handicapées et il y a une collègue qui me disait, «Sarah et Stéphane, ils sortent de leur corps». Donc Oui. mais ils savaient le faire. Moi, je te parle vraiment d'un malade qui ne saurait pas spécialement le faire. Est-ce que, il pourrait apprendre pour ne plus avoir des douleurs de sa maladie, par exemple? Alors Alors, déjà, les très grosses douleurs peuvent provoquer des sorties de corps, voilà. ça on a Mmh. beaucoup de cas comme ça, où simplement la Mhm. douleur, par exemple lors des accouchements, il y a un Voilà. certain nombre de femmes en tout cas qui rapportent, être sorties de leur corps, au moment où les douleurs étaient trop fortes. Ou lors d'un viol. Lors d'un Lors viol, d'un viol, beaucoup voilà, Ouais, de sortes voilà, quand de sorties d'or. donc c'est la C'est même ça. chose. Oui, ça C'est c'est un des variantes des sortir du corps, c'est-à-dire que ah, certaines choses vont provoquer la sortie. L'être, c'est une façon de se protéger. protégées. oui, L'être va se dissocier. tout à fait. Donc c'est la même chose là, hein. La sortie de corps Hein. et le fait de se dissocier, c'est OK, d'accord. Parce que j'avais pas Oui, mal Ouais, de clientes oui, qui ouais, sont ouais, dans ce cas-là, qui sortent de ouais, leur corps, lors d'agressions, mais j'avais pas oui. compris que c'était les mêmes que celles dont on parle. Voilà. voilà. Alors ça, là, si on retombe sur les sortir du corps, c'est un phénomène extrêmement polymorphe, les sortir du corps. C'est, OK. c'est, on voit de tout là-dedans. Le truc basique, ah ben, je suis sorti de mon corps, ma conscience est sortie de mon corps. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et nous, on a beaucoup de témoignages de choses qui nous permettent là aussi de voir que c'est extrêmement varié. Ouais, Mmh. ça c'est les circonstances aussi. Ça peut aussi bien se produire quand la personne est très relaxée, voire en méditation ou dans vraiment un état ouais, de laisser aller total, ou alors dans des situations extrêmement stressantes, ou émotionnellement, ouais, perturbantes comme, je sais pas, une rupture, un divorce, des choses comme ça, ou Mmh. quand le corps est atteint soit psychologiquement, alors, quand il y a une peur, par exemple, et qu'il n'y a pas encore eu d'atteinte physique, mais voilà, une tentative de viol, ça peut déclencher ça. Et puis Mmh. après, le traumatisme physique peut aussi déclencher. Enfin, il y a plein de Mais façons d'arriver à la sortir du corps il n'y a, complètement différentes. mais il y a pas de règle. Hein, la même souffrance que va provoquer chez quelqu'un le phénomène de dissociation, puis chez l'autre, pas du tout. Ouais. Voilà. Mmh. OK, je pensais à ça par rapport à la souffrance humaine parce que je trouve ça toujours incroyable à quel point il y a de la souffrance. Toi, Claude Charles, il l'explique comment les entités, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi les gens peuvent pas mourir, sans souffrir etc. Oui, alors là, si tu veux, tu poses des questions qui nécessiteraient des heures. Je sais. Et te revenir à la base. Mais si tu veux, euh, il n'y a pas de hasard. Si certaines choses sont comme ça, je vais faire une réponse
bizarre, c'est que ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça parce que la personne qui vit ça a besoin de passer dans certains processus pour son évolution. À savoir que, si on va dans le bouquin, nous, on a reçu des réponses. Les incarnations et donc les réincarnations sont, on pourrait dire, définies en amont de la naissance par rapport à ce que la personne devra affronter et dépasser pour pouvoir évoluer au niveau de la conscience même. Donc, alors, à chaque fois, nous, dans notre cœur d'humain, avec notre mental, on va dire, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Mais sur le plan, on va dire, sur le plan vibratoire, c'est un peu comme toi, tu vois quelqu'un qui a une mauvaise vibration. Pourquoi il a une mauvaise vibration? Tu ne sais pas, tu vois, mais tu le réharmonises, mais il a une mauvaise vibration, et peut-être qu'il devait te rencontrer, et là, par le fait de réharmoniser son état d'être, tu vois, pourquoi toi tu veux faire du bien, pourquoi il est mal, pourquoi, tu vois, c'est des questions très mentales, très mentales. D'ailleurs, dès qu'il y a le pourquoi, dès qu'il y a question pourquoi, c'est que le mental est déjà en action. Dans le silence, il n'y a pas de pourquoi. Alors, si on regarde ces gens et qu'on on n'est plus en question, plus en train de se demander pourquoi ci, pourquoi ça, peut-être qu'à ce moment-là, on a un état d'être de compréhension qui viendra. Certaines choses doivent être. C'est ça. C'est peut-être la sagesse qui arrive. Ah ben, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait dire. On trouve ça beaucoup dans les sagesses anciennes. Malheureusement, on en fait tous l'expérience. C'est pas quand tout va bien qu'on évolue. Oui. Hein. Malheureusement, c'est quand on a des épreuves. D'ailleurs, il y a des gens qui le racontent. Hein, ils ont eu des épreuves terribles dans leur vie, mais souvent avec le temps, enfin, quand ils se retournent, ils se disent mais finalement ça a eu un impact sur eux qui les a boostés, qui leur a fait faire un bond de géant. Mais ils ont dû passer par des choses extrêmement difficiles. Il y en a qui ne savent pas voir et qui vont buter 50 fois sur le même obstacle. La capacité de comprendre et de voir quel est le chemin de l'évolution, elle n'est pas chez tout le monde non plus. Alors on peut penser que ceux-là, on va leur mettre, ils ne vont pas dépasser le schéma, on va leur faire un tour de manège, jusqu'à ce qu'enfin ils puissent évoluer. Là, on retombe vraiment. Il y a plusieurs choses très complexes, c'est-à-dire la notion du pourquoi la vie, comment la vie, pourquoi la vibration, comment la vie, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, la conscience globale, la conscience qui va se répartir dans différents états. C'est vraiment là, c'est quelque chose. Nous, on a fait 600 pages là-dessus. On a du mal à pouvoir le verbaliser comme ça. Ça part dans plein de directions. En fait, quand on veut te répondre à une question, en fait, on se dit oui, mais il faudrait parler de ça pour parler de ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Je comprends, mais c'est pas grave parce qu'on aborde des choses différentes et puis c'est important. Mais surtout, ça nécessite un certain état d'être. Par exemple, moi, pour toi, si on me demande quelque chose sur la conscience, il faut que je reprenne mes esprits presque. Puis par contre, quand je suis branché, ben, ça y est, je suis dans un savoir, hein, c'est même pas des hypothèses. Mais ça vient, ça part. Alors, après pouvoir en parler comme ça, il faudrait prendre du temps, on a la question, bon, on dit, bon, ok, dans 1 heure, on aura la réponse. quand c'est son propre vécu. Bien sûr. Par rapport aux réincarnations, est-ce que, Sylvie, tu peux nous expliquer ce qu'ils vous ont dit, les entités, par rapport à ça, sur le fait que ce n'est pas l'une après l'autre, elles sont simultanément sur plein de plans, et que donc, si on soigne, je
je sais pas, par exemple, la petite Marie, et ben la personne à l'âge adulte, la personne qui est là maintenant, va avoir sa petite Marie soignée et donc se sentir mieux dans son présent et son avenir va donc bouger et donc son passé va bouger aussi. Ouais. Ouais, alors ça aussi, parce que là, on fait appel à la question du temps, et ça, Oui. c'est une chose, bon, pareil, qui est une grande question en science. Est-ce que le temps existe? Est-ce que c'est une notion, est-ce que le temps est une illusion? C'est une question qui n'est pas tranchée, par exemple, en science. Et là, la réponse était claire, c'est que le temps est quelque chose qui existe à un autre niveau, mais si on sort de notre plan, si on passe sur dans une dimension différente, il n'y a plus de temps. Alors, il peut y avoir des dimensions où il y a un temps différent, mais à un certain niveau, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire que toutes nos incarnations, par exemple, si on croit à la réincarnation, hein, nous, on va les voir, on a cette vision très linéaire, c'est-à-dire on vit, on meurt, on monte et on redescend, on fait notre vie, on meurt, etc. Et puis, on voit une évolution, on pense qu'on a appris dans une vie et que ça va nous aider pour la vie d'après, etc. Ça, c'est un peu la vision occidentale de la réincarnation. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, ben voilà, si on se place du point de vue de la source, disons, par exemple, toutes ces vies sont vécues simultanément parce qu'il n'y a pas de temps. On est au-delà de l'espace et du temps. Donc tout ça est vécu simultanément. Oui. Alors Claude il utilise sur son image du Ben oui, parce stylo. que si on prend le temps d'une façon linéaire, Ouais. nous, avec notre mental, on le perçoit comme ça. Mais si on fait ça, le temps, c'est un point. Voilà. Ok. Il y a plus de... Alors, c'est vraiment la position de l'observateur qui crée la notion temporelle et d'espace en même temps. L'espace et le temps. Quand on a un truc comme ça, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Tout est coexistant, tout est simultané, coexistant. Mais entre cette position-là et celle-là, il y a toute une variante. C'est ça qui rend le temps relatif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que alors, si c'est valable pour toutes les incarnations, c'est aussi valable pour notre vie. Et c'est-à-dire que si on a des prises de conscience à un moment de notre vie, mais vraiment des prises de conscience à un certain niveau, je veux dire justement qu'il ne soit pas simplement... si on entre soi-même dans un certain état de conscience et qu'on change son présent, on a un impact sur son futur. Bien sûr, on va changer son futur, mais on aurait aussi un impact sur notre passé. C'est comme une ligne de temps qui se modifierait en fait. Et on pourrait aussi avoir un impact sur nos vies futures et nos vies passées. Ok. Voilà. Donc rien ne serait anodin en fait. Tout ce travail d'évolution qu'on serait venu faire dans la matière, et chaque prise de conscience qu'on fait aurait un ensemble sur toutes nos vies. Il faut voir comme ça comme quelque chose un mouvement un peu dynamique, fluctuant et dynamique où rien n'est figé. Donc on est un peu sur une ligne de temps, c'est-à-dire que si à l'instant T, voilà, on est dans un certain état d'esprit, ben, il devrait se passer ça, 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 ça dans notre futur. Mais si on change, si on a des prises de conscience, si on évolue à l'instant T, eh ben, notre futur va se modifier en conséquence. Et notre passé aussi. Et notre passé aussi. Ce qui est plus difficile à comprendre pour nous. Mais ça, c'était le point qui est assez complexe, parce qu'on peut encore imaginer que notre futur, parce que pour nous, il n'est pas joué d'avance, le futur, mais là, c'est le passé aussi échange. Donc ça pourrait gommer des choses dans le passé, des choses traumatiques? Ouais. Mais ça remet, en gros, on pourrait dire que ça remet de l'harmonie dans toute la lignée des incarnations. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais voilà, on est dans des pôles humains avec un mental et tout, et certaines possibilités de comprendre ou pas, et voilà, ça reste très... Bon, on en a une compréhension intellectuelle, mais après, entrer dans le vécu, une compréhension vécue de ça, ça demande un peu plus de temps. Mais c'est pas inaccessible.
complètement. en plus, comme on est tous liés les uns aux autres, eh bien, les Ouais. changements qu'on opérerait dans sa vie auraient aussi un impact sur la vie des autres. Waouh, Donc waouh. tout ça c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça donne toujours, on revient toujours à cette notion que finalement tout est relié et qu'on est, Ouais. on est un à un certain niveau. Mais là, dans la multiplicité, ben, malgré tout, il y a des liens qui font que tout se modifie en permanence. Et Mm. tout est mouvant tout le temps, en fait. Et, Rien n'est joué. et impacte l'invisible aussi. Dans le visible, on peut le voir, mais ça impacte aussi l'invisible. Ok. Justement, moi, j'accompagne les personnes hypersensibles sur leur trauma. Et c'est vrai que les nettoyages qui se passent, j'ai l'impression que c'est comme si ça avait gommé le passé. Oui, oui, quelque part. Mm. Oui, bien sûr. Ouais, leur ressenti même de leur passé n'est plus le même. C'est ça, complètement. Complètement. Et si on reparle un petit peu du temps, je sais que c'est une drôle de question, mais le temps n'existe pas et en même temps, on vieillit et donc… C'est la matière. C'est la matière Ah, qui vieillit. C'est la matière qui change. ok. Alors, Oui, le temps n'existe pas, il existe à notre niveau. Oui, enfin, Ok. voilà. Mais encore, là, je ne vais pas entrer dans des grandes théories. Il y a certains physiciens qui disent que même là, non, il n'existe pas. C'est Et là, ça. ça devient très, très compliqué. D'entrer là-dedans, c'était très difficile à saisir. Je pense qu'il faut être un peu physicien pour bien le comprendre. Ouais. Mais, mais voilà, mais ils ne sont pas tous d'accord. Je veux dire, la question du temps, vraiment, d'un point de vue scientifique, elle n'est pas du tout résolue. Mais tout ce que nous, on peut dire, c'est qu'effectivement, bah, si un temps existe, il existe dans cette dimension. Mais ça ne veut pas dire qu'il existe à un autre niveau. Je t'ai coupé, Claude Charles, tu voulais dire quelque chose par rapport. non, non, c'est-à-dire plus la matière est dense, plus le temps est accessible, plus le temps a un impact sur la matière, plus le temps, je dirais, devient concret. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut parler du fait que quand en fait, on est tous un et quand on fait mal à l'autre, on se fait mal à soi. Donc, certainement, parfois, on le ressent. Moi, je le ressens parfois, mais parfois non, tu vois. Parfois, l'autre nous a trop énervés et pourtant, Oui, on est un. Et Claude Charles, oui. ça te fait rigoler, ça. C'est pour toi la question. Mais non, bon, ben, c'est sûr que on est quand même dans notre peau d'humain. Hein. On n'est pas encore des grands êtres qui ont transcendé tout transcendé. Hein. Donc, notre état, c'est notre mental hein, qui est encore là, qui va teinter, qui va faire ah ben là, celui-là, il m'agace. Puis après, on peut raisonner non, non, c'est pas bien, sors de ce corps, vilain mental, je t'aime, toi. Non, ben là, on n'est pas, c'est sûr que ça fait partie justement de pourquoi on est là dans le corps, pour l'évolution, pour arriver à être de plus en plus conscient de soi, d'être de plus en plus en conscience consciente. Et c'est normal que des fois tu sois agacé par quelqu'un. Ça prouve encore que tu es réceptive. Et c'est vraiment après, je pense que c'est pas pareil pour tous les êtres, plus tout d'un coup c'est toujours des histoires de fréquences vibratoires. Plus on va vibrer dans certaines fréquences, dans certains plans de réalité, plus on sera je dirais, moins on va être moins on va recevoir les choses avec notre mental. Donc moins de résistance, plus d'impact, plus d'harmonie. Tu comprends? C'est intéressant parce que Ouais. toi, tu es quelqu'un qui est capable de remettre l'harmonie. Puis évidemment, tu as ton petit mental, il va te dire des fois, oh, celui-là, il m'agace, il est vraiment inspirant. Tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant. Si celui-là il vient à toi puis il te demande de l'aider, à ce moment-là, ta position mentale va changer et tu vas l'aider. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est plus on est en conscience,
moins on est pris par le mental. Ok. Et plus le mental va être silencieux, plus la conscience peut être là. Hein. Ça va dans les deux sens, c'est vers ça. Le silence amène la conscience, mais la conscience amène le silence. D'accord. Et par exemple, pour toi, Sylvie, si on dit qu'il existe une multitude d'autres dimensions et une infinité de mondes, est-ce qu'il y aurait possibilité dans les personnes que vous avez interviewées, soit en dormant, soit en le décidant, de changer de dimension, de se dire, bon, bah là, ça me casse les pieds, je fais une pause, et la personne se met en méditation et puis elle va vivre une vie ailleurs pour souffler un peu pendant quelques heures? Bah, c'est ce qu'on a observé. En tout cas, c'est ce que les gens nous rapportent effectivement. Bah, simplement les gens qui sortent de leur corps, ils passent dans une autre dimension qui est d'abord là, ce qu'on appelle, la dimension astrale, Oui. enfin qu'on appelle globalement la dimension astrale, mais dans laquelle il y a probablement déjà plein de dimensions différentes, parce qu'ils ne se retrouvent pas forcément dans les mêmes, environnements. Mais rien que là, voilà, dans la sortie hors du corps, c'est un changement de dimension. Après, on a des gens d'ailleurs, il y a un témoignage comme ça dans le livre, d'une femme qui, elle, se retrouve dans d'autres mondes. Mmh. Dès qu'elle se met dans un état, alors elle a une procédure qui lui est bien particulière, mais qui est plus ou moins un état de méditation. Elle va se retrouver dans d'autres mondes, avec d'autres créatures, à vivre, et même à vivre des vies parallèles. Et ça, c'est pas la seule. Il y a des gens qui nous disent qu'ils vivent des vies dans d'autres mondes. Ils sont quelqu'un d'autre. Ils Ils ne sont sont quelqu'un plus d'autre. eux-mêmes, ils sont quelqu'un Voilà. d'autre. Voilà, alors ça reste du domaine du témoignage. Hein. Nous, on ne peut pas non plus dire, ben, Mmh. voilà, c'est une réalité. Eux le vivent vraiment comme une réalité. Et nous, avec toutes ces années de recherche, il y a un moment où on se dit, ben, il y a tellement de gens quand même qui racontent ce genre de choses que on ne peut pas simplement se dire, bon, bah, c'est des hallucinations. On pense qu'effectivement, si ces gens le vivent, c'est ça correspond à une forme de réalité, et qu'on ne peut pas dire, bah, ça oui, ça on y croit. Alors les sortir du corps, oui, ça on y croit, mais alors les gens qui vivent des vies parallèles, non, ça on n'y croit pas. Donc Mmh. nous, on a essayé d'élargir le plus possible en disant, ben voilà, tout est possible. Enfin, on pense alors après, bon, il faut aussi faire la part des choses. Ça, c'est notre métier, notre expertise. On sait qu'il y a des gens qui sont dans la fabulation totale, mais Ouais. ça, bon, on peut les débusquer, on va dire, assez vite, ou en tout cas s'en rendre compte. Puis après, il y a des gens qui sont vraiment de bonne foi et qui vivent des choses qui sont extrêmement étonnantes. Donc oui, il y a des gens qui ont cette capacité à pouvoir changer de fréquence et à entrer dans des dimensions différentes, relativement facilement. Enfin, c'est notre avis, hein. On ne dit Ouais, pas qu'on détient la vérité, mais voilà. Nous, nous, c'est à travers les voilà, témoignages. Ouais. toutes ces années de travail et Ouais. d'observation, on pense que c'est possible et que c'est une réalité, il existe une multitude de dimensions, ouais, et Et d'autres on mondes. est, et on est peut-être présent dans une multitude de dimensions. Ouais. OK. Et les personnes qui font des expériences de mort imminente, vous disiez que, ça va être une question pour toi, Claude Charles, tu dis que, en fait, ils racontent tous un peu des choses similaires, mais ça serait pas exactement ça, la mort? C'est-à-dire que ça serait peut-être teinté un petit peu par leurs croyances? Tu peux nous parler de ça? Oui, complètement. Ça, bon, dans les expériences de mort imminente, il y a une espèce de schéma qui revient, un cliché, on va dire, qui revient à peu près chez chaque, dans, toutes les, dans le vécu de toutes ces expériences. Mais on s'aperçoit, bon, ça c'est, on va dire, c'est cliché, c'est-à-dire la sortie de corps, le tunnel, machin. Mais après, chacun va vivre l'expérience suivant, ce ne sera jamais la même. Même s'ils poursuivent le même schéma, ce n'est pas la même. Mmh. Alors, c'est-à-dire tous les conditionnements que la personne a eu dans son vécu, les conditionnements innés et les conditionnements acquis vont teinter complètement sa personnalité. Et en fonction de ça, elle va vivre une expérience qui sera comme ci ou comme ça, mais différente de celle que va vivre son voisin.
on pourrait dire que chaque expérience de mort imminente est vraiment particulière et propre à la personne qui la vit. Les conditionnements, et même après, d'ailleurs, après l'expérience, nous on a des exemples, entre autres d'une personne qui a écrit beaucoup sur son expérience, qui derrière l'expérience, alors qu'il a atteint des choses relativement transcendantes, il retourne à la religion. Il repart dans des dogmes religieux. D'accord. Alors que dans son expérience, il a dépassé tout ça. Comme quoi, l'expérience peut être conditionnée par le vécu de la personne, mais elle ne va pas forcément porter les mêmes fruits chez tous. Il y en a qui vont être carrément justement dans des états très, très subtils, et d'autres qui vont retomber finalement relativement dans des choses matérielles, entre autres dès que la religion revient mettre son nez là-dedans. Ok, donc c'est différentes religions. Ouais. C'est ce que vous disiez. Ça va être pour toi, Sylvie, cette question. C'était cette histoire justement que tu dis, Claude Charles, que après une EMI, les gens, on s'imagine que voilà, ça y est, ils sont dans l'amour inconditionnel, ils s'énerveront plus jamais, etc. Et en fait, ils redescendent, de cette EMI, de cette expérience de mort imminente, et en fait, ils repartent dans l'ego, ils sont pas bien. Comment ça se fait, ça? Ouais, moi, c'est vrai que c'était une des premières choses qui m'avait un peu étonnée quand j'ai commencé à étudier les NDE, c'est que on lit souvent que les gens reviennent complètement transformés, pleins d'amour, pleins altruistes, etc. Puis en fait, dans la réalité, moi je les recevais au tout début, je me rendais compte qu'en fait, ils avaient des problèmes relationnels, ils se faisaient virer de leur boulot, ils divorçaient, que leur vie était assez catastrophique. Alors là, je caricature, hein, c'est pas toujours le cas, mais que c'était quand même souvent le cas. Puis en fait, il y a ce qu'ils aimeraient, enfin ce qu'ils ont touché du doigt, et cet état. Alors souvent ils disent, hein, cet état où ils étaient dans un état d'amour absolu, où ils ont touché une espèce de perfection. Et puis ils reviennent et ils retrouvent leur vie d'avant, avec leurs problèmes d'avant, qui leur paraissent encore plus gros comparé à ce qu'ils viennent de vivre, c'est encore plus gros. Et puis ils ont leur personnalité. Donc c'est comme si l'expérience faisait un petit peu, comment dire, aller mettre une loupe sur leurs défauts. Quelqu'un qui était déjà un petit peu dans l'ego, il sera encore plus dans l'ego. Ou quelqu'un qui était un petit peu caractériel sera encore plus caractériel. C'est-à-dire s'il ne supportait pas bien les autres, il va encore moins les supporter. Donc ils reviennent avec cette chose où on est tous un, on aimerait, mais ils aimeraient, mais tout le monde. Mais en fait, dans le quotidien, c'est très difficile parce qu'en même temps, ils sont complètement en décalage. Ils ont vécu quelque chose qu'ils n'arrivent pas à communiquer aux autres. Ils aimeraient en parler tout le temps. Les autres ne les écoutent pas forcément. Enfin, maintenant, ça va mieux. Hein. Moi, je parle de ça aussi, c'était il y a 25 ans. Mais ils se sentent en décalage et puis en fait, ça exacerbe plutôt un mal-être. Et c'est pour ça que nous, voilà, on a vu qu'il y a des gens qui tombent dans des dépressions graves après une NDE. C'est des choses qu'on ne raconte pas. Il y a des gens qui font des tentatives de suicide aussi. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans la littérature. En général, on donne cette image très paradisiaque de la NDE. Et en fait, alors oui, il y a des gens qui reviennent vraiment transformés, mais ils étaient déjà certainement différents à la base et peut-être déjà très altruistes, alors ils le sont encore plus. Et puis, mais après, voilà, il y a ce à quoi ils aimeraient arriver, puis ce où ils en sont, et puis ça clash assez souvent. Merci. C'est pas forcément une expérience spirituelle. Ah. C'est ça, s'il y a un travail d'accompagnement qui est fait derrière, ça peut éventuellement devenir une belle expérience spirituelle, mais il y en a dans le déroulement de l'expérience qui accèdent à des choses extrêmement subtiles, donc spirituelles, pas tous, mais
cette chose, c'est ambigu d'ailleurs, c'est un peu comme s'ils avaient touché l'état de grâce et puis après, ils voudraient y retourner. Mais c'est pas possible. Et souvent, c'est ça qui crée un mal-être chez la personne. Elle a l'impression que j'ai touché du doigt quelque chose de merveilleux. Comment ça peut recommencer? Alors, c'est là où vraiment l'accompagnement devient nécessaire. Et souvent, ces personnes, malheureusement, elles croient qu'elles savent. Elles ont touché des trucs qui ne sont pas évidents pour tout le monde. Donc, elles pensent qu'elles ont un certain savoir et que ça y est, maintenant, tout est bon pour elles. Bon, il y en a beaucoup qui réussissent à vivre l'expérience d'une façon extrêmement constructive et positive, mais ce n'est pas une règle. D'accord. Et toi, quel conseil tu leur donnerais justement pour se sentir reliés au tout, tu vois, pour que sur Terre, elles souffrent moins? Voilà. Alors, voilà. Là, ce qu'elles ont découvert dans l'expérience, c'est que peut-être dans certains plans de réalité, elles ne sont plus, la souffrance n'est plus. Pourquoi la souffrance n'est plus? Justement parce qu'elles se dissocient quand même relativement beaucoup de leur être sur Terre. Mais c'est... Parce qu'à la limite, c'est pareil pour quelqu'un qui n'a pas fait de NDE, c'est-à-dire qui est dans la souffrance. Comment sortir de la souffrance? Déjà, alors, parce que là, on rentre à nouveau, on ouvre un livre énorme, c'est pourquoi la souffrance? Pourquoi la souffrance? À quoi sert la souffrance? Mais oui. Hein? Il y en a qui disent, ceux qui sont très dans la religion vont dire, mais mon Dieu, pourquoi tu permets tout ça? Alors, après, ben là, on revient, que la personne ait vécu une NDE ou rien, c'est basique, c'est la même chose. C'est un travail de compréhension du pourquoi, de travail sur qu'est-ce qui fait que ça tourne dans la tête. Là, on revient vraiment dans la thérapie basique. Le mental, il fait lui mettre à bord, il présente des trucs, comment faire, il y a de la conscience. Je ne sais même pas s'il y a une conscience, donc si je fais un certain travail, ah oui, ça y est, des choses viennent, la conscience commence à s'éclairer. Là, si tu veux, c'est ça qui est intéressant, c'est que à travers tous ces trucs-là, tout ce qu'on aime, qui est dans les livres, et puis tout ce qu'on rencontre par ailleurs dans la vie, on revient toujours au truc extrêmement basique. Tant qu'on est dans une peau d'humain, pourquoi on est dans une peau d'humain? C'est pour apprendre, c'est pour qu'il y ait un processus d'évolution qui puisse se mettre en route. Et quel est généralement l'obstacle dans ce parcours dans une peau d'humain? C'est le mental. Le mental qui est là, qui va déformer toute chose, qui va toujours créer des problèmes, qui va faire naître l'émotionnel, Voilà, là, la chose la plus basique, elle est là, c'est-à-dire le sens, le pourquoi d'être dans une peau d'humain, c'est que à travers la compréhension du mental et la maîtrise du mental, la conscience va venir beaucoup plus profondément dans l'être, et puis à ce moment-là, il y a tout un processus évolutif qui est en route et qui va à chaque fois toujours se monter si on rentre à nouveau aussi dans le fait qu'il y a possibilité de réincarnation, etc. Le mental, il continue avec au-delà de la mort, nous, c'est ce qu'on a vu aussi dans les témoignages, le défunt, il est parti avec son mental. Et avec son mental et son état d'être de conscience, il va construire, il va être dans des plans de réalité de l'au-delà différents. D'accord. Donc, si on regarde ça, si on comprend ça, si on veut admettre ça, si on veut y croire, donc on se dit, bon, ok, mon mental, c'est lui qui fait que je suis comme ci, comme ça, une fois que j'ai quitté le corps, ok, je vais travailler. C'est le basique, à mettre le silence en moi, et à ce moment-là, dans le silence, je vais entendre et je vais capter les trucs. Et éventuellement, je peux être en connexion. Ok, merci. Et Sylvie, justement, quand il y a ce silence en soi, alors avec des personnes réceptrices qui seraient incorporées par des entités ou qui seraient aidées d'entités, est-ce que tu peux nous parler de la guérison
cette histoire de, enfin, tu vois que ça va guérir sans médecin, sans rien, par les vibrations qui vont agir sur la matière du corps de la personne. Tu vois, ces guérisons qui se passent, est-ce que vous en avez rencontré des gens qui guérissent d'autres? Oui, on a même rencontré des gens qui se sont guéris tout seuls, par exemple au cours d'une expérience de mort imminente, justement, qui ont atteint un tel état où probablement, justement, là, ils atteignent des fréquences vibratoires qui fait que quand ils reviennent, et puis des compréhensions aussi souvent psychologiques, quand ils viennent, ben voilà, des gens qui étaient par exemple en phase terminale de cancer vont amorcer des guérisons qui sont complètement miraculeuses pour la médecine, ça on en a. Et puis, qui ont la capacité de guérir les autres aussi. Et qui ont, ensuite, en plus, ont elles-mêmes la capacité de guérir les autres. Ouais, d'accord. Et puis, effectivement, alors des gens qui... Claude Charles en a parlé un petit peu au début avec ce cas, le cas de Philippe qu'on décrit dans le livre, qui est lui, justement, incorporé, qui le vit comme ça, en tout cas, qui est en symbiose même avec une entité et qui peut soigner... oui, qui peut avoir des guérisons miraculeuses. Mais là aussi, il y a une part de mystère parce que ça a ses limites. Tous ces gens qu'on connaît qui guérissent, qui peuvent en guérir d'autres, eh ben, ce n'est pas du 100%. Il y a toujours des gens qui ne pourront pas guérir. Et je pense à quelqu'un en particulier, bon, je ne veux pas le citer parce que je ne sais pas s'il veut qu'on en parle, mais qui a pu soigner comme ça 2 personnes qui étaient atteintes en l'espace de quelques mois, 2 personnes qui étaient atteintes de cancer, voilà, avec son énergie. Il a réussi les personnes étaient en rémission de leur cancer, et l'une et l'autre, 1 mois après le diagnostic de rémission, sont mortes d'un arrêt cardiaque. Ah. Et lui, ça l'avait énormément interpellé parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Oui. Et là, on comprend qu'en fait, voilà, il y a des personnes pour qui c'est le chemin d'être guéri. Et donc, tous ces guérisseurs vont pouvoir, et là, voilà, le guérisseur sera sur leur chemin et pourra les aider. Et puis d'autres, eh bien, non, c'est programmé quand même que leur vie s'arrête à ce moment-là. Donc, guérisseurs ou pas, ils vont peut-être être aidés un temps, mais voilà, ils vont quand même mourir d'une autre manière. Donc, c'est assez intéressant parce que ça montre que il y a beaucoup de choses qui se jouent en fait dans un moment de guérison. C'est pas simplement une personne qui met ses mains sur une autre et qui la guérit. Il y a probablement quelque chose qui vient de la personne elle-même aussi, dans sa propre guérison. C'est quelque chose. De nouveau, c'est 2 consciences qui se rencontrent et 2 consciences incarnées, mais il y a tout ce qui se passe dans l'invisible et qui fait que parfois la guérison va avoir lieu, et puis d'autres fois, il n'y aura pas lieu. On a d'autres exemples, entre autres un exemple auquel je pense, c'est-à-dire une personne qui a vécu une NDE très forte et qui a guéri, qui s'est auto-guéri à la suite de son NDE, à tel point qu'elle a acquis des capacités pour soigner les autres. Mais cette même personne, pourquoi, une dizaine d'années après, elle retombe malade? Ah. Elle est retombée malade. Alors, là, on retombe vraiment sur le sens des choses. Elle a fait un travail d'évolution très fort, et puis tout d'un coup, ça y est, c'est reparti, son mental a repris le dessus, et ça a créé des vibrations négatives, et elle est retombée malade. Ok. Alors, elle a pu à nouveau reguérir, mais c'est ça qui est intéressant, c'est pas permanent. C'est pas permanent. Oui, puis tout peut bouger. C'est complexe, quoi. C'est pas simplement comme quelqu'un qui est malade, il prend un médicament, ça va mieux. Il faut qu'il y ait vraiment une participation de la personne qui est soignée. Il faut qu'elle participe à sa propre guérison. Et comme le dit Claude Charles, elle peut un temps participer, puis après retomber dans certaines problématiques. Alors, c'est pas du tout pour culpabiliser les gens, hein, mais on n'est pas simplement passif, on n'est pas, c'est pas la fatalité. Enfin, nous, on pense que tout a un sens, les choses arrivent
parce qu'elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Donc, c'est pas pour dire aux gens, vous êtes responsable, si vous êtes malade, vous êtes responsable enfin, vous êtes coupable si vous êtes malade, c'est pas ça, mais on est responsable de qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette maladie. Est-ce qu'on va essayer de comprendre si elle a un sens? Est-ce qu'on va voilà, il y a des gens qui vont se faire soigner, d'autres qui préfèrent ne pas se faire soigner. Enfin, c'est du même ordre en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il y a plein de paramètres. Donc c'est quelque chose de très compliqué, la guérison. C'est pas simplement voilà, quelqu'un qui fait 2-3 passe-passe comme ça et puis tout rentre dans l'ordre. Il faut rester vigilant. Ok. J'ai encore plein de questions, mais le temps file parce qu'il s'avère que le temps existe, on dirait, ou je ne sais pas. On n'a pas réussi encore à passer outre, non. Ouais, je te jure. Il y a Monsieur Nom d'une pipe qui te pose une question, Sylvie. Il te demande pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? La réponse est dans le livre. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a lu le livre pour poser cette question-là. Ben, alors ça, effectivement, je crois que je vais renvoyer au livre parce que je n'ai plus la réponse, mais c'est une des questions qu'on a posées parce que pour moi, c'est vrai que c'est la question par excellence. C'est une question que j'ai depuis, enfin, comme beaucoup de gens, je ne suis pas du tout la seule, mais depuis l'adolescence. Et je trouve que quand on se la pose vraiment, on tombe vite dans un. Moi, qui me donne le vertige, quoi. C'est une question qui peut déboucher vraiment sur des angoisses très, très fortes. Donc voilà, moi, je tenais beaucoup à poser cette question. Et ils ont répondu avec une espèce de pirouette, mais avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Parce qu'ils ont. Et ce qui était assez étonnant, c'est ce que je peux dire, parce que là, je serais incapable de répéter de mémoire ce qui est dit dans le livre. Mais quand on a reçu la réponse, moi, je sais que l'espace d'un instant, je suis entrée. C'est comme ces réponses, il y a quelque chose de vibratoire. Il se passait quelque chose pendant ces entretiens. Et par moments, on était emmenés dans l'état qui faisait qu'on comprenait. Et je sais que moi, mais c'était très bref, hein, mais tout d'un coup, j'ai compris. J'ai compris le pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Mais, voilà, et je suis retombée sur le plancher des vaches, on va dire, et ça a été fini. Je serais incapable de vous dire ce que j'ai compris et d'en m'en rappeler. Mais c'est ça qui était surtout intéressant, c'est que on a bien compris que c'était insaisissable par notre intellect humain. Et ils ont fait une réponse qui était assez drôle. D'ailleurs, ils ont fini en disant vous chauffez. Est-ce que vous nous suivez? Mais voilà, c'est qu'au-delà des mots, et c'est pour ça qu'on invite vraiment les lecteurs dans ces 3 entretiens là, qui 3 parties dans le livre, enfin, qui tiennent la deuxième partie dans le livre, par moment de se laisser simplement de partir dans ce qui est dit sans essayer forcément de comprendre avec la tête, parce que tout d'un coup il se passe quelque chose et c'est comme si, je sais pas, on entre en résonance et on comprend des choses qui ne sont pas écrites. Voilà. Ok. Pour revenir à plus simple, le quelque chose et le rien sont coexistants et simultanés aussi. C'est l'histoire du non manifesté et du manifesté. Donc pourquoi le manifesté existe? Voilà. Sinon, la conscience, elle ne peut pas savoir, elle ne peut pas se connaître si elle se manifeste pas. Donc, c'est coexistant, quelque chose et rien, c'est coexistant. Ok. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et Christina qui te demande, la vibration serait-elle la base de la création? Qu'est-ce que tu en penses? Certainement. C'est une des conclusions, c'est ce qu'on a mis à la fin du livre. On a essayé de dresser un peu une sorte de paysage de la réalité avec tous les témoignages qu'on a reçus, quel que soit le type de témoignage, OVE, NDE, les canalisations, enfin, ces entretiens. Là, on revient avec cette question, la vibration à la base de la création, c'est toujours pareil, c'est comment le non manifesté commence à se manifester. Ça vibre, c'est la vibration. Et après, à travers toutes les vibrations, il y a la création qui se fait. Mais ce qui en ressort aussi, c'est que cette vibration, elle émane de quelque chose qui serait encore au-delà, sur lequel là, on peut mettre aucun mot, parce que la vibration, c'est déjà une forme de manifestation. Donc, il y aurait quelque chose, un principe,
suprême, un principe ultime qui est, lui, complètement insaisissable avec les mots, qu'on ne peut absolument pas décrire. La vibration, c'est encore quelque chose qu'on peut C'est là où on arrive à... C'est une énigme, c'est totalement une énigme, c'est insoluble. Comme pourquoi rien devient quelque chose alors que c'est insoluble. Avec notre cerveau humain, on ne peut pas concevoir ça, c'est impossible. Impossible. Mais on peut essayer de s'en approcher parce que c'est vrai que intellectuellement, on a envie d'essayer d'appréhender ces questions, mais notre conclusion aussi, c'est que c'est des choses qu'on peut appréhender, justement, comme le disait avant Claude Charles, dans le silence, dans une expérience beaucoup plus intime, qui peut être simple, hein, c'est pas besoin de faire forcément de la méditation 10 heures par jour ou d'aller s'enfermer dans un monastère, mais simplement en cultivant au quotidien des moments de silence, des moments dans la nature. On peut justement entrer dans une forme de connexion et par moments avoir la compréhension. Une compréhension. Alors, elle peut être très fugace, mais malgré tout, elle a été là un moment. Et déjà, c'est énorme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que des gens d'une façon complètement inopportune vont vivre l'expérience, mais ils ne sont pas capables après de transcrire en mots ce qu'ils ont perçu. D'accord. C'est indicible. Ok. Alors, il y a le Yeti, on a des super noms aujourd'hui. Le Yeti qui vous demande que pensez-vous des rêves lucides? J'en fais depuis que je suis gosse. Ben, c'est sympa. C'est sympa. Le rêve lucide, ben, c'est un état modifié de conscience particulier qui est différent justement des sorties hors du corps, qui est différent des visions à distance aussi, des rêves. Mais en général, les gens qui en vivent apprécient beaucoup. Donc, c'est simplement le fait, pour les gens qui ne connaissent pas, le fait d'être conscient pendant un rêve qu'on est en train de rêver et de pouvoir modifier son rêve à sa guise. Donc, ça peut être très, très chouette si on peut arriver à vivre des choses sympas. C'est une bonne approche aussi pour vivre en étant éveillé. C'est pas la personne qui vit ça, elle n'est pas obligée de le vivre que dans le rêve. C'est un processus de conscience consciente. Donc, si elle arrive à vivre ça dans le quotidien, quand elle est éveillée, c'est très fort. Hein. Alors, comme c'est quelque chose d'un peu d'agréable et d'onirique et tout, les gens, ils s'en contentent, mais en fait, ils ont la chance de vivre ça, mais il faudrait qu'ils le vivent pas dans le sommeil, de le vivre dans la vie normale. On dirait que Cordélia, elle parle un peu de ça aussi. Regarde, elle dit bonjour. Lorsqu'on fait des rêves qu'on peut modifier, est-on dans le même type d'expérience ou non? Le même type d'expérience que quoi? C'est-à-dire, les rêves sont la plupart du temps vécus dans l'inconscient. Ouais. On a peut-être un vague souvenir le matin, mais à partir du moment où la personne peut modifier son rêve, c'est que sa conscience, elle devient consciente. Et donc, elle peut complètement modeler son rêve comme qu'elle veut. À ce moment-là, le spectacle, hein, elle est devenue consciente. C'est comme si on est devant un écran de cinéma puis qu'on dort, on ne voit rien. Puis si on se réveille, ben, on voit les choses. Et l'avantage d'un rêve lucide, c'est qu'on peut les modeler suivant son envie. Hein. Mais pour moi, c'est ça l'important. C'est pas faire jojo avec la nuit, c'est adapter ça à son vécu. C'est ça. Dans la journée. Ok, merci. Alors, le Yeti, il vous répond, les premiers rêves lucides que j'ai faits, j'avais 6 ans. J'en avais parlé à mes parents, ils me disaient que c'était impossible. Là, j'ai 43 ans, j'en fais toujours. Ouais, bah, y a des gens qui ont cette capacité naturellement. Après, il y a des gens qui sont obligés qui l'apprennent. Hein. Il y a des techniques pour apprendre à faire des rêves lucides, mais souvent, les états de conscience, les gens les vivent depuis l'enfance. Oui, apparemment, cette personne, c'est instinctif chez lui, donc il vit ça. C'est d'ailleurs intéressant de voir que ceux qui le vivent naturellement, c'est comme les sortir du corps,
c'est pas pareil que ceux qui arrivent à le vivre par des techniques. C'est pas tout à fait pareil. Ok. Donc cette personne, apparemment, lui, c'est pas par des techniques, lui, c'est un vécu instinctif. Ok. Et donc, par exemple, si une personne, elle est connectée, mais que vous voyez comme dans la vie, on a tellement de choses, on est débordé. Peut-être, Sylvie, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'elle puisse se connecter mieux, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle va pas pouvoir faire parce que elle a beaucoup de choses à faire, etc. Faut diminuer les activités pour pouvoir trouver ces moments de silence dont tu parlais. Moi, je pense qu'il faut il faut pas vouloir faire trop, faut se mettre la barre trop. Si on n'a pas beaucoup de temps, faut utiliser tous les petits moments à disposition. Ça peut être simplement comme Dans la cuisine. beaucoup de choses que Claude Charles m'a aussi appris, c'est Ouais. être conscient dans des simplement quand on marche d'un endroit à l'autre dans la rue, être extrêmement essayer d'arrêter ce flux du mental, de ses pensées, et être vraiment dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, dans la sensation du corps qui est en train de marcher. Si on n'a pas le temps de méditer pendant 1 heure chez soi, c'est une espèce de méditation du quotidien. Ça peut être en faisant sa cuisine le soir, ça peut être en faisant son ménage, ça peut être en prenant sa douche, en se maquillant. Il y a toujours des moments où on n'est pas en train d'interagir avec les autres et où il faut qu'on soit vraiment intellectuellement présent, on va dire, où on n'est pas en train de travailler. Mais on peut faire plein de choses dans la vie en faisant le silence en soi et en étant extrêmement connecté à l'instant. On est par essence connecté à tout ce qui est autour de soi. Ouais. Et à ce moment-là, on entre dans ces états de connexion. Et comme le dit aussi Christian avant, à ce moment-là, c'est là qu'on peut avoir d'un coup des informations qui viennent, des phrases, on peut se mettre à entendre des choses. Voilà. Après, effectivement, si on peut faire de la méditation, c'est quand même une voie royale. Mais c'est pareil, si on n'a pas le temps de faire beaucoup de méditation, on peut commencer par 5 minutes. Le tout, c'est d'être régulier. C'est tous les jours. Alors, l'idéal, c'est plus ou moins au même moment, mais au même endroit pour que le corps s'habitue, en fait, et qu'on se met à cet endroit-là, le mental va se calmer. Ouais. Et puis voilà, même 5 minutes par jour, si on est régulier, tout le monde peut trouver 5 minutes par jour. Ouais. Ça a déjà un impact. Parce que on se met toujours là-bas, voilà, je médite. Alors on va se mettre une demi-heure, 1 heure, et puis c'est insupportable. En plus, on n'y arrive pas parce que c'est très difficile. Enfin, au début, méditer, c'est extrêmement difficile parce que le mental, il se révolte, il part dans tous les sens. Alors, ok, on peut pas faire. Alors, au début, on commence même par 3 minutes. Et puis pendant une semaine, on va faire 3 minutes. Puis après, on va augmenter parce qu'on se dit, finalement, je me suis habituée à ces 3 minutes. Je me sens, il y a quelque chose qui change. C'est comme un rendez-vous avec soi. Tout d'un coup, c'est un petit moment à soi où on se fait son petit cocon. On peut même se faire un petit endroit où on est bien. Et tout d'un coup, on prend cette habitude et on se dit, mais là, je me sens bien. Et ça devient un moment dont on a besoin. Et après, on peut augmenter si on a le temps. Et puis, il y a des jours où on peut faire plus, puis des jours moins. Il faut être très souple et ne pas se mettre de règles, je dois faire comme ci, comme ça. C'est à chacun de trouver aussi un petit peu ces moments. Là, moi, je parle de ce que moi, j'ai fait et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire ça aussi beaucoup dans le quotidien. Bon, moi, j'adore la nature, donc dès que je peux m'échapper un peu, c'est être dans la nature. Ça, c'est là aussi extrêmement facile pour se connecter. Oui, je trouve que c'est vraiment aidant ce que tu dis parce que dans les moments que tu as décrits, la cuisine, marcher, etc., moi, je sais que personnellement, je regarde des vidéos, j'écoute des audios, presque je suis même en live des fois, en vidéo, en marchant. Donc, je me dis que c'est une vie à 100 à l'heure, donc peut-être il va falloir se calmer un peu, mais que si je mets 3 minutes par jour, et ça, c'est abordable pour tout le monde, tu vois, c'est faisable en fait. Exactement. Et c'est ça, on est tout le temps absorbé par l'extérieur. Et en fait, se connecter, c'est le contraire. C'est se reconnecter à l'intérieur, se plonger à l'intérieur, mais tout en étant conscient de ce qui est à l'extérieur, mais sans que le mental se mette en marche et analyse ce qu'il entend, ce qu'il voit. Ça peut être juste des sons, des sons qui arrivent, et on est conscient qu'il y a des sons, mais on ne les intellectualise pas.
Et Ouais. c'est vrai qu'on est tous dans cette situation et c'est tellement reposant. Je veux dire, commencer par 3 minutes. Mmh, mmh, mmh. Après, ça devient, on a envie de trouver d'autres petits moments parce que c'est extrêmement apaisant. Enfin, on retrouve son énergie. Puis ça ouvre plein de choses en soi. C'est une richesse, quoi. Ouais. Donc, on se rend compte qu'on est beaucoup pollué par plein de choses. Alors, il y a des choses intéressantes, hein, il ne faut pas non plus se couper complètement, mais il y a beaucoup de choses dont on peut se passer hein, dans une journée. Ça devient une habitude aussi. On est tout le temps absorbé par l'extérieur. Mmh, 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 mmh. Waouh, merci. Super. Eh ben, on va conclure gentiment cette conférence. Claude Charles, est-ce que tu veux nous dire en conclusion, qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre toutes ces années de recherche et d'écrire ce livre sur ta vie personnelle? Est-ce que tu te sens plus heureux suite à ça? Euh, je me sentirais, je vais dire, plus épanoui plutôt qu'heureux Oui. par le fait de plus j'entre dans toujours plus de compréhension des choses, et aussi le fait de pouvoir aider les gens à aussi entrer dans plus de compréhension. Mmh. Souvent en utilisant leur vécu, arriver à comprendre à travers un vécu le sens de la vie, la logique des choses. Moi, ce serait plutôt épanoui, toujours voir que, que les choses ne sont jamais limitées, en fait. C'est vraiment l'infini des possibles. Mmh. Sentir, c'est une sorte de vibration subtile en profondeur. Et si on se met en accord avec cette vibration, ça y est, c'est comme si cette vibration, c'était la vibration de l'univers. C'est ça, à certains moments, on se sent. Et c'est pas à ce moment-là, on- c'est peut-être un phénomène de connexion, mais c'est pas à ce moment-là, c'est même pas qu'on perçoit des choses, on le Ça sait. aide. C'est un vécu, c'est comme respirer. Waouh, d'accord. Alors, on dirait bien, tu avais raison Sylvie, que Monsieur nom d'une pipe, il a lu le 1 parce qu'il dit: «Est-ce que un second volume de connexion», donc je précise que le 1 c'est ça, donc voilà, vous pouvez le lire, est envisagé avec d'autres questions, on aimerait en poser tellement. Bah, peut-être, parce que bon, déjà, on en a posé beaucoup plus que celles qui sont dans le livre. Et puis, on en a encore d'autres qui nous viennent continuellement. On se dit, tiens, on n'a pas posé cette question, puis on n'a pas posé cette question. Puis, en fait, chaque réponse, elle a suscité d'autres questions. Mmh. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas comment sera la suite, mais c'est pas impossible qu'il y ait une forme de suite, en tout cas. Ça se Et peut. dans la façon de le faire. Il y a la façon de le faire. OK, super. Alors j'ai mis vos pages Facebook, vos profils personnels pour que les personnes puissent vous retrouver si elles ont envie et le site internet aussi. Et je t'invite Sylvie à nous dire ce que toi, ça t'a apporté d'écrire ce livre, de faire ces recherches pendant toutes ces années et est-ce que tu te sens plus heureuse? Oui, alors moi, ça a tout changé. Waouh! Ça déjà, il y a les 25 ans, les 20 ans qu'il y a eu avant l'écriture de ce livre avaient déjà changé beaucoup de choses. Mais l'écriture de ce livre pour moi, été quasiment initiatique. Ça a Mmh. tout changé. Et ça m'a permis justement de retourner à des ressentis qui étaient certainement, enfin, qui étaient chez moi déjà très jeune. Mais je suis partie dans cette voie scientifique pour plein de raisons, en Ouais. espérant que je trouverais des réponses, parce que ces ressentis avaient suscité des questionnements d'ordre plutôt existentiel. Et puis je suis partie dans le domaine scientifique en espérant trouver des réponses. Et puis finalement, je me suis perdue moi-même dans cet aspect scientifique. C'est-à-dire que je suis entrée dans presque un personnage scientifique, mais ça a beaucoup de limites, la science.
Et un scientifique a beaucoup de limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire certaines choses quand on est scientifique, on ne peut pas ressentir, on ne peut pas se permettre de ressentir ce qu'on vit. Et donc, ce livre, ça m'a permis de renouer avec ces ressentis qui étaient beaucoup plus profonds, et puis de me dire, bah, maintenant c'est fini, quoi. Je peux en parler, j'ose en parler. Je ne vais plus me limiter à un scientifique ne parle pas de ces choses-là. Ou, voilà. La science a été une étape importante, et je pense que ça continue à être quelque chose que je trouve très intéressant, mais qui pour moi a beaucoup de limitations quand on s'intéresse aux domaines qui sont les nôtres, et notamment la conscience, où là, je pense qu'il faut vraiment entrer dans un vécu. C'est impossible objectivement, voilà, d'étudier la conscience d'un point de vue objectif, c'est pas possible, voilà. Et donc maintenant, voilà, j'aime bien continuer à décrire. Enfin, je pense que j'aurai toujours en moi ce côté scientifique, rigoureux, qui décrit les choses. Puis après, ben, me permet d'entrer dans quelque chose de plus intime, de plus subjectif, voilà, et d'allier ces deux façons d'être. Donc voilà, ce livre m'a permis de renouer avec tout ça. Épanouie. Plus heureuse et plus épanouie aussi. Ouais. Waouh, magnifique. On est tous en train de s'épanouir. C'est chouette. On espère qu'il aura un petit peu cet effet-là sur les lecteurs. Enfin, les lecteurs, ils vont s'épanouir aussi. Ouais. Tout à fait. Il y a énormément de choses. Moi, j'ai souligné beaucoup de choses. Et pour conclure, j'avais envie de lire un petit extrait de Sarah M. Est-ce que je peux? Oui. Au contraire, oui. Ok. Donc, elle parle de l'amour inconditionnel, et c'est quelque chose donc qu'elle a canalisé, c'est ça? Ouais. Oui. On peut dire comme ça? Ouais. Ok, donc l'amour inconditionnel. Donc elle dit, c'est un oui sans condition, votre nature profonde, votre maison, là d'où vous venez, là où vous retournerez. C'est une mère qui donne sans attendre de contrepartie en retour. C'est ce qui en vous peut rester debout, les yeux ouverts devant votre plus grande laideur et celle des autres, et dire je t'aime de tout mon cœur. C'est la clé de votre guérison intérieure, une langue râpeuse de chat qui débarrasse des peurs et des jugements et recouvre d'un filet d'amour tout ce qu'elle lèche. C'est l'océan dans lequel toutes les âmes baignent. Quand vous ne le goûtez pas sur Terre, vous le découvrez dans vos fuites en dehors du corps, volontaires ou accidentelles, échappées dans l'univers. Vous rapportez des récits de ce bain de lumière, de cet amour qui ressemble à la mort. Choisissez de revenir pleinement dans le corps et vous verrez la lumière se transformer en or. Voilà. Et c'est très beau ça. En plus, ça caractérise bien Sarah. Sarah, c'est une amoureuse des mots. Un côté poète, c'est toujours très, très. Ça vibre bien ce que tu. Ouais. Très joli, très subtil. Nous, on les redécouvre à chaque fois parce que ces textes, on peut les lire et les relire et les relire. Moi, j'avais presque de t'entendre toi le lire, j'avais l'impression de l'entendre pour la première fois. Oui, moi aussi. Ah, c'est marrant. C'était vraiment étonnant. Ouais, je me suis vraiment dit que là, l'amour inconditionnel, elle le décrivait tellement, tu vois, que c'était super trop beau. Ouais, ça m'a beaucoup touchée. Donc, merci encore pour cette conférence. Merci à toi pour tes questions qui étaient différentes de celles qu'on nous pose d'habitude. Oui, je m'en doute. Mais c'était bienvenu parce que, voilà, c'était bien. Vraiment bien. C'est bien. Super. Pas être trop dans la routine quand on... génial. Donc, on vous invite à lire Connexion, un magnifique livre écrit par Sylvie et Claude Charles. Et on vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et on se retrouve très, très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout.